première question, Monsieur Houssin, à quoi on reconnaît une crise sanitaire? Alors, je crois qu'il faut d'abord effectivement bien définir ce qu'est une crise. Parce que tout événement, y compris dans le domaine de la santé, ne débouche pas sur ce qu'on peut appeler une crise. Une crise, de mon point de vue, ça comporte un certain nombre d'ingrédients. Il y a d'abord un événement, mais cet événement, il est présenté d'une telle manière qu'il suscite la nécessité d'une réaction rapide. Donc il y a toujours un sentiment d'urgence dans la crise. Et troisième élément très important, il y a une notion de publicité. C'est-à-dire qu'un événement qui nécessite une réaction d'urgence, il y en a en permanence. D'abord, il y a déjà à l'échelon individuel les urgences médicales dont la publicité est limitée à l'environnement immédiat du malade, éventuellement les médecins ou à l'hôpital qui s'en occupent. C'est ça le périmètre de publicité d'une crise individuelle qui est une urgence médicale. En matière de santé publique, il y a un certain nombre d'événements qui, eux aussi, réclament une réaction rapide, mais qui ne conduisent pas à des crises. Vous avez évoqué le comité de sécurité sanitaire en France qui se réunit toutes les semaines. Effectivement, on analyse les événements qui réclament des vaccinations autour des cas, de prendre des mesures d'interdiction, de prendre des mesures de coordination entre différents ministères, entre différents services de l'État, en lien avec les hôpitaux. Tout ça ne conduit pas nécessairement à une crise. Et puis, il y a un certain nombre d'événements, comme je vous l'ai dit, où, effectivement, parce que l'événement est très important, il y a beaucoup de décès, on a un sentiment que les choses vont s'aggraver très vite, les médias sont informés. Bref, il y a des événements qui conduisent à une situation de publicité beaucoup plus importante. Et là, on peut parler de crise. Alors là aussi, il y a des degrés. Il y a des crises qui ont une portée locale parce que le périmètre reste relativement limité ou régional. Et puis il y a des crises qui ont une portée mondiale. Et évidemment, la question qui se pose derrière la gestion de ces crises, c'est quel est le périmètre de compétence de la gestion. Bon, dans une crise sanitaire dans un pays, ce sont les autorités sanitaires, l'État, avec tout un tas de partenaires qui essayent de faire face. Dans un contexte comme celui de l'Europe, il y a évidemment des besoins de coordination. Il existe aujourd'hui des dispositifs de coordination, notamment dans le domaine des crises liées à des produits alimentaires, par exemple. On l'avait bien vu à propos des graines germées, vous savez, en Allemagne, contaminées par Escherichia coli, et où il y a eu toute une confusion. Est-ce que ça vient d'Espagne, les concombres, ceci, cela? Et il y a eu une coordination mise en place au niveau européen. Et alors, pour certaines crises, en particulier de nature épidémique, la dimension devient mondiale. Et là, si vous voulez, la situation est beaucoup plus complexe parce qu'il y a la mondialisation des échanges, des transports. L'Organisation mondiale de la santé est l'organisme qui joue un rôle un peu de chef d'orchestre, mais avec malgré tout des moyens d'action qui sont relativement limités. Et c'est la raison pour laquelle certaines crises peuvent donner le sentiment parfois d'avoir été, je dirais, gérées de façon insuffisamment rapide ou insuffisamment efficace au début. Exemple, Ebola. À l'inverse, on avait reproché à l'OMS d'avoir réagi trop vite et trop fort s'agissant du H1N1. Dans une crise, il est toujours difficile de savoir où se situe la crête. Dans un certain nombre de cas, on réagit trop fort. Dans un certain nombre de cas, on ne réagit pas assez fort. Et tenir le bon équilibre n'est pas facile. C'est pas facile. On va le voir, notamment H1N1 que vous avez eu à gérer. Et puis Ebola, qui a aussi suscité plusieurs réactions. Pour une raison aussi, c'est qu'une crise, c'est un phénomène dynamique. C'est-à-dire qu'elle évolue au gré de son génie propre, qui est parfois le génie de l'agent infectieux, par exemple. Est-ce qu'il va évoluer génétiquement? Est-ce qu'il va devenir plus pathogène ou pas? Et puis aussi au gré des mesures qu'on met en œuvre. Est-ce que les médicaments sont efficaces? Est-ce que le vaccin va arriver à temps? Tous ces éléments, je dirais, font que il se produit, il y a une certaine dynamique qui va donner à la crise le sentiment qu'on va arriver à la maîtriser ou au contraire qu'on perd le contrôle. Alors, si on revient un peu en arrière, il y avait, parce que dans votre livre « Face au risque épidémique », vous parlez d'une chose qui est toujours d'actualité, c'est que les grandes crises épidémiques sont sans frontières.
Alors à l'époque, quand un bateau arrivait dans un port, s'il y avait épidémie, on mettait les marins en quarantaine, des choses comme ça. Aujourd'hui, on en est toujours à isoler les malades ou maintenant c'est quand même plus... Non, je crois que ce qui est effectivement très important, c'est de savoir que la dimension internationale des épidémies, la conscience en a été prise avec la peste noire en 1350, 1360, lorsqu'on s'est rendu compte que c'est des bateaux qui venaient du Levant qui ont apporté... voilà. Et donc il y a eu l'invention, d'ailleurs ça a été inventé en Italie, hein, la quarantaine a été inventée à Venise, la République de Venise a mis en place un dispositif de quarantaine des navires qui faisait qu'un navire devait rester 40 jours un peu en rade, le temps qu'on soit sûr qu'il n'y avait pas de malades, qu'on pouvait décharger la cargaison, etc. En fait, ça a été inventé à Raguse, exactement, l'actuel Dubrovnik. Mais c'est vraiment la République de Venise qui a mis en place le système. Et depuis cette date-là, on n'a pas cessé finalement d'essayer de trouver des moyens de limiter la diffusion internationale des épidémies. Et je dirais la forme la plus récente, ça a été la création de l'Organisation mondiale de la santé après la dernière guerre et la mise en place d'un premier règlement sanitaire international en 1951, modifié en 1969, modifié en 2005. Et aujourd'hui, on est dans toujours cette dynamique qui est comment agir pour essayer de repérer rapidement, de limiter la diffusion, de s'informer suffisamment vite. On est dans cette problématique toujours. Et le contexte aujourd'hui, il est, je dirais, on a progressé parce qu'on a des moyens de détection des agents infectieux, d'identification qui ont progressé de façon considérable. Par exemple, en quelques jours aujourd'hui, on vous fait le typage génétique d'une nouvelle bestiole qui sort quelque part. En revanche, il y a des choses sur lesquelles on sait créer des difficultés. C'est qu'aujourd'hui, il y a une densité, une rapidité du transport aérien qui fait qu'un événement survenant dans un point X du globe, je dirais en quelques heures, il peut se poser partout dans le monde. À tel point que les plus alarmistes, comme votre collègue, le professeur Jean-François Delfrécy, a indiqué en mai dernier, lors de la grande conférence de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP, qu'une crise sanitaire majeure due à l'un de ces virus émergents, transmis par voie aérienne, serait réaliste dans les 10 ou 20 années. Est-ce que vous êtes si alarmiste que votre collègue ? Alarmiste, ça dépend de la façon dont on parle, c'est la tonalité qu'on donne aux propos, mais si vous voulez, le risque de diffusion planétaire d'un agent infectieux à transmission respiratoire, évidemment que c'est un risque majeur, c'est celui que tous les spécialistes de santé publique redoutent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le candidat le plus plausible c'est la grippe, c'est le virus de la grippe, et c'est la raison pour laquelle on est extrêmement attentif à la circulation des virus de la grippe, à leur évolution génétique. En gros, les virus de la grippe sont vraiment sous la loupe en permanence, car c'est le risque aujourd'hui identifié le plus important. Mais ça peut être aussi un autre type de virus. Vous avez entendu parler du coronavirus, là, qui est en train à nouveau de se rediffuser en Arabie Saoudite. Bon, c'est un agent infectieux à transmission respiratoire et il va falloir, je ne serais pas étonné que dans les jours qui viennent, l'OMS réunisse son comité d'urgence à propos de ce virus. En même temps, si on se souvient d'H1N1, la grippe H1N1, 2009-2011, gros tapage médiatique, la ministre de l'époque, Roselyne Bachelot, fait venir des millions de vaccins. Et puis au final, on a eu peur et puis on se dit, tout ça pour ça. Alors bon, je pense qu'il faut avec le recul essayer d'analyser les choses de façon un peu plus lucide et en tenant compte aussi du contexte politique, parce que malgré tout, la santé publique est jamais loin de la politique. En fait, finalement, je crois que cette épidémie de grippe a été malgré tout un événement sévère, puisque à la surface du globe, on estime aujourd'hui, les travaux scientifiques ont montré qu'il y avait une surmortalité de 400 000 personnes, ce qui n'est pas rien, dont en France plusieurs centaines. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce que ce virus pandémique, finalement, ne s'est pas révélé trop pathogène. Je pense que la mesure de prévention qui consistait à essayer de protéger la population par des vaccins était la mesure qu'il fallait mettre en œuvre. Elle a d'ailleurs permis de protéger un certain nombre de personnes. Bon, on peut regretter qu'il y ait eu effectivement cette polémique et qu'au lieu de finalement
de se dire ben, tant mieux que ce ne soit pas trop grave, tant mieux qu'on ait des vaccins. Bon, il y a eu cette polémique sur est-ce qu'on n'en a pas acheté trop. Bon, tout ça s'inscrit dans un contexte qui était un contexte de combat politique, y compris au sein d'ailleurs Enfin, c'est toujours la même histoire, mais moi, rétrospectivement, si vous voulez, je pense que notre priorité, c'était de protéger la santé de la population. Et de ce point de vue-là, personnellement, je n'ai aucun regret. L'inverse aurait été bien pire. S'il y avait eu des milliers de décès, pas de vaccin, je ne serais sans doute pas ici d'ailleurs. Hein. Alors vous disiez tout à l'heure, pendant le repas, quelque chose d'intéressant. Vous disiez sur les questions d'Europe, beaucoup de choses sont réglementées par l'Europe. Vous disiez par exemple que la question de la santé reste nationale. Oui, alors c'est sûr que pour vis-à-vis des agents infectieux, il vaudrait mieux un monde sans frontières. Parce que les frontières, c'est pas une bonne invention pour lutter contre des agents infectieux. Bon, en matière de sécurité sanitaire, en Europe, il y a d'évidence une Europe de la sécurité alimentaire. Vous avez un oiseau qui tombe dans un lac en Hongrie, on l'analyse, il est malade, immédiatement, tous les pays sont informés. Enfin bref, il y a un système de coordination européen concernant la sécurité alimentaire qui est lié au phénomène de circulation, de libre circulation des produits. Pour ce qui est de la santé, la situation est un peu différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui d'Europe de la santé. Chaque pays a son système d'assurance maladie, son système hospitalier, ses règles, etc. En revanche, et moi j'ai beaucoup plaidé pour ça, et je pense qu'on évolue malgré tout dans cette direction, la sécurité sanitaire vis-à-vis des risques infectieux ou des risques de grande ampleur nécessite une importante coordination européenne. Ça me paraît même vital pour l'avenir de l'Europe. Si par exemple, face à un événement épidémique très grave, on apprenait qu'à Charleroi, on dit aux gens il faut faire comme ci, et à Valenciennes, on leur dit il faut faire comme ça, la population ne comprendra pas. De même que si on dit vous avez des vaccins en Grande-Bretagne, mais malheureusement vous n'en avez pas en France, ça va créer des difficultés. Donc je crois que de ce point de vue-là, du point de vue de la sécurité sanitaire, plus d'Europe me paraît important. Comment ça pourrait se mettre en œuvre? J'ai un exemple concret. À la mi-avril, à Colmar, des lycéens, c'est tout bête, vont à Berlin, chez leur ville jumelle. Une ado rencontre un ado de Berlin. Il y a une épidémie de rougeole à Berlin depuis quelques mois. Cet ado est contaminé. Elle revient à Colmar. Alors l'école, la maison, les lieux publics, enfin, je fais rapidement, mais sur les 380 élèves, 101 sont contaminés, dont 10 qui finissent à l'hôpital. Et on parle juste d'une rougeole. Et on voit que ça, c'était en une semaine, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait qu'au niveau national, dans chaque pays, il y ait déjà une meilleure information sur les risques sanitaires, notamment épidémiques, dans les pays voisins. Alors, c'est vrai à l'échelle mondiale aussi. Hein, si vous allez dans un pays où il y a une grande épidémie de dengue, aux Caraïbes ou je ne sais où, c'est mieux de le savoir avant. Bon, en l'occurrence, c'est important de savoir que dans un pays très voisin, en Suisse, en Allemagne, il peut y avoir une épidémie de rougeole. Parce que ça constitue à ce moment-là un risque, entre guillemets, voyageur. D'une manière générale, pour parler de la rougeole, je pense qu'il y a aujourd'hui une grosse difficulté, c'est, je dirais, le fait que le public ne comprend pas qu'on puisse, je dirais, continuer nécessairement à faire vacciner les enfants contre la rougeole, même si aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de cas. Et je dirais, c'est parce qu'il y a eu la vaccination qu'il n'y a plus beaucoup de cas. Mais la seule chose, c'est qu'il faut continuer, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas vaccinés sont quand même à risque sérieux de faire une maladie très grave ou de déclencher une épidémie, comme l'exemple que vous donnez. Parce que la rougeole en France était quasiment éradiquée, et avec cet exemple-là, on voit que c'est une épidémie, c'est même plus une nouvelle crise sanitaire, c'est une ancienne maladie qui pourrait ressurgir. Voilà, moi je suis convaincu que là, on est typiquement dans ce qui pourrait un jour constituer une crise sanitaire, c'est-à-dire parce qu'il y a tous les ingrédients. Là. S'il y a un jour beaucoup de morts dues à la rougeole, on va se dire pourquoi les gens n'ont pas été vaccinés, pourquoi ceux qui ne les ont pas fait vacciner, quelle est leur responsabilité, quelle est la responsabilité de l'État vis-à-vis de la nécessité de se faire vacciner, est-ce qu'il faut réimposer l'obligation vaccinale, enfin, on a tous les ingrédients pour générer ce qui ferait de cette nouvelle épidémie une crise sanitaire. Alors des vaccins sur des maladies connues, mais il y a aussi des maladies qui transmutent, il y a des virus émergents, donc là peut-être que les vaccins ne sont pas encore en place. Alors comment on anticipe ?
Si vous voulez, le génie en gros, du monde des agents infectieux, de la microbiologie, c'est qu'il est en évolution permanente, il est capable d'innovation et donc il est sûr que des événements inattendus peuvent survenir, vont survenir. On ne s'attendait pas du tout à l'épidémie de chikungunya à La Réunion, par exemple. On ne s'attendait pas à la maladie de la vache folle. On ne s'attendait pas à Ebola dans l'ouest de l'Afrique. Enfin bref, il y a plein d'événements de ce type qu'on n'avait pas prévus. Et il y en aura d'autres. Par exemple, demain, vous pouvez avoir, avec une bactérie résistante dans tout le système hospitalier, une diffusion d'un agent infectieux résistant aux antibiotiques. Tout ça est possible. Maintenant, prédire, je crois que ça, c'est pas possible de prédire. En revanche, l'attitude qui paraît raisonnable, c'est d'essayer d'anticiper et de se préparer au mieux. Bon, il y a dans d'autres domaines des expériences de longue date dans ce domaine. Le risque incendie, ça fait des centaines d'années que les pompiers se préparent, ils ont des équipements, ils s'entraînent. Quand il y a un nouvel incendie, ils tirent les leçons, ils essayent d'améliorer. Voilà. En matière de risque sanitaire, c'est la même chose. Il faut être capable de détecter précocement, d'identifier précocement, de prévoir, disons, la formation des personnels, d'essayer de faire en sorte que justement on puisse rapidement produire des médicaments ou des vaccins, ce qui veut dire mobiliser l'industrie pharmaceutique, sur des maladies où il n'y a pas de marché. Le problème de la vaccination contre Ebola, ce n'est pas le virus Ebola, parce que ce n'est pas très compliqué de faire un vaccin contre Ebola. Le problème, c'est que comme c'était un vaccin qui ne risquait pas d'être beaucoup vendu, les labos ne l'ont pas fabriqué. C'est beaucoup plus difficile de faire un vaccin contre le virus du sida ou contre le virus de la grippe, mais pour Ebola, d'ailleurs, ils sont en train, ça y est, il y a un vaccin qui est fait. La seule chose, c'est qu'il aurait fallu anticiper, c'est-à-dire il aurait fallu, il y a quelques années, se dire Ebola peut sortir, essayons d'avoir des stocks de vaccins. Voilà, la question c'est qui va payer? Est-ce que c'était la République démocratique du Congo ou est-ce que c'était, disons, des organisations internationales? Voilà ce que c'est qu'une mesure d'anticipation souhaitable. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de cynisme là-dedans en se disant qu'il y aurait des victimes de seconde zone et il y aurait des victimes plus à protéger? Je ne pense pas qu'il y ait un cynisme délibéré. Il peut y avoir une apparence de cynisme. D'abord parce que Ebola, du fait que les épidémies sont sans frontières, Ebola, il y a bien eu des malheureuses infirmières, médecins qui sont allés soigner, qui sont revenus. On aurait très bien pu avoir une épidémie dans une communauté quelconque, en France ou dans un autre pays. Donc je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il y a une forme de protection systématique de ce point de vue-là. Non, le problème, c'est plus un problème, je dirais, d'ordre économique. C'est-à-dire que finalement, un laboratoire qui est une entreprise privée, qui n'est pas une entreprise philanthropique, s'il ne peut pas vendre son vaccin, il ne le fabrique pas. Donc il faut trouver un moyen qu'il ait envie de le fabriquer au moins dans une quantité minimale. Alors d'ailleurs, Ebola a eu plusieurs conséquences au niveau de l'OMS, au niveau de la coopération sanitaire internationale, puisque au départ, on se souvient que c'était plutôt des ONG, Médecins sans frontières, etc., qui ont été, et puis après, les États membres se sont mobilisés. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que c'est d'abord MSF qui va sur ces terrains-là? D'abord, si vous voulez, les moyens, les ressources humaines mobilisables sont souvent en permanence présentes dans ces associations qui, en permanence, envoient des gens pour soigner des malades, parce qu'il n'y a pas que les urgences qui émergent, il y a la santé des enfants, des femmes, de tout ça, dans tout un tas de pays. Vous avez disons, des professionnels qui sont mobilisés par ces associations. L'OMS n'a pas un corps d'intervention de médecins. Les États membres, en France, on avait mis en place l'établissement pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, qui est capable de mobiliser un certain nombre. Mais si vous voulez, ça reste en nombre relativement limité. Donc il n'y a pas aujourd'hui un corps de réserve du style casque blanc ou casque je ne sais quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre en place. C'est la raison pour laquelle, finalement, ce sont ces associations, et je pense qu'il faut leur rendre hommage, qui sont intervenues, se sont retrouvées en première ligne rapidement. Bon, ensuite, il y a eu une réaction, effectivement. Même les États-Unis ont envoyé des militaires, les Français ont trouvé un autre système. Enfin,
disons que... Mais tout ça s'est fait malheureusement avec un certain délai. Parce que mobiliser des capacités comme ça ne s'invente pas. Il faut les assurances, il faut les visas, il faut les transporter, il faut les loger. Enfin bref, c'est pas si simple que cela. Et si tout ça avait pu être anticipé et préparé à l'avance, ben on gagnait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais il existe un comité de sécurité sanitaire en France. On pourrait imaginer un tel comité à l'échelle mondiale? Ben moi, je pense que ça fait partie des choses qu'il faudrait envisager. Alors, une des solutions qui se dessine, c'est de doter l'OMS, qui est surtout une structure de régulation, d'expertise, mais qui n'a pas une grande dimension opérationnelle, de quelque chose qui ressemblerait à un comité de sécurité sanitaire mondial et qui jouerait le rôle finalement de point de plateforme de centralisation des informations et qui en même temps pourrait déclencher des réactions, soit directement, soit à travers la mobilisation d'un certain nombre de partenaires, de pays. Je pense que c'est une solution. Mais il faut savoir que dans certains cas, la crise prend une dimension qui n'est pas purement sanitaire. C'est-à-dire qu'elle devient véritablement, on dit, intersectorielle. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont liés, qui touchent au transport, qui touchent à l'économie, qui touchent à la défense, qui touchent... et donc, il faudrait véritablement, c'est presque plutôt du niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, où il faudrait dans certains cas que se réunissent, bien sûr, la dimension santé, mais aussi les capacités. Quand on a une grande crise type H1N1 en France, autour de la table, il y a la santé, mais il y a aussi le ministère de l'Intérieur, l'éducation nationale, parce que tout ça, tous ces secteurs sont concernés. Si vous voulez vacciner les enfants, il faut s'organiser dans les écoles. Si vous voulez organiser des centres de vaccination, c'est les préfets qui sont capables d'organiser ça. Donc suite à Ebola, par exemple, l'OMS, il y a eu un nouvel organisme unique qui devrait être créé et qui pourrait réagir sur 24, 48 ou 72 heures. Il y a un fonds spécial, je crois, de 100 millions d'euros qui a été débloqué. Alors, tout ça reste au stade, pour l'instant, des idées, des propositions, des recommandations. Le fonds, il avait déjà été recommandé en 2011. Il n'a pas été mis en place. Pourquoi? Parce que les États membres n'ont pas décidé de financer les 100 millions pour l'instant. D'autre part, l'idée de créer quelque chose à côté de l'OMS, je ne suis pas sûr que ça soit considéré comme la meilleure solution. L'idée serait plutôt de renforcer l'OMS. Derrière ça, il y a aussi des questions qui sont des questions d'argent, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que les États acceptent d'augmenter la dotation de l'OMS. En même temps, on leur dit il faut augmenter ceci pour le climat, il faut augmenter ceci. Enfin bref, il y a des problèmes de priorité et c'est souvent en fonction des événements que se dessinent les priorités. On parle beaucoup du rôle des autorités. Est-ce que, pour répondre à la question comment éviter une nouvelle crise sanitaire, mais santé, alimentation, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi au niveau des individus? Je crois que toutes les analyses qui sont faites suggèrent que l'une des priorités, c'est vraiment de se pencher sur la perception du risque par la population, comment elle voit les choses, comment elle les ressent, quelles sont ses intentions de comportement, quels seraient les éléments qui peuvent faire évoluer son comportement. Et aujourd'hui, on est vraiment sur cette préoccupation-là. La difficulté, c'est que la perception du risque, c'est quelque chose qui est... il peut y avoir un décalage entre l'objectivité du risque vu par les autorités sanitaires et la perception qu'en ont les gens. Par exemple, nous, notre sentiment, c'est que le virus de la grippe, c'est un très gros risque pour les malades, pour la population. La population a tendance à considérer que la grippe, c'est pas terrible. Ça touche les vieux ou les très jeunes. Voilà, non mais vous vous souvenez la phrase de Raymond Devos sur une bonne grippe, une mauvaise grippe. La population considère que la grippe, c'est pas grand-chose. Alors que vu du côté scientifique et sanitaire, c'est très dangereux. À l'inverse, si vous interrogez la population sur le risque sanitaire des OGM, ils vont grimper au rideau. Alors qu'aujourd'hui, les autorités sanitaires ou les scientifiques auraient tendance à vous dire que les OGM, le risque ne paraît pas démesuré. Alors ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que dans cette question des crises sanitaires, il y aurait une idéologie ou une politique même de l'individu. C'est-à-dire la grippe, ça touche les vieux en hiver.
Par contre, l'OGM, je ne veux pas manger de maïs OGM parce que c'est mauvais. Disons que chacun se forge son opinion en fonction de son contexte, de son environnement familial, de ses convictions politiques, religieuses, etc. Et il en sort je dirais, une manière de voir les choses qui, sans doute, est assez variable d'un endroit à l'autre. Par exemple, le comportement d'une population comme les Suédois est clairement différent de la population française. En 2009, les Suédois, les autorités leur ont dit « il faut vous faire vacciner », ils ont été se faire vacciner. En France, on leur dit « il faut vous faire vacciner », ils n'y ont pas été. Il y a clairement, je dirais, un comportement vis-à-vis de l'autorité d'une manière générale, sanitaire en l'occurrence, mais pas seulement de l'autorité, qui est probablement un peu différent d'un pays à un autre.